La Commission européenne a un plan pour, dit-elle, protéger la démocratie en ligne. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Allez, on va décortiquer ensemble ce fameux bouclier de la démocratie. C'est la grande question que tous les gouvernements se posent. Comment on fait à l'heure du tout numérique pour protéger nos élections? Face aux manipulations, à la désinformation, l'Union européenne pense avoir une réponse. Et attention, c'est une réponse qui pourrait bien changer les règles du jeu. Bon, pour y voir plus clair, revenons à la base, l'annonce officielle de la Commission européenne. Quel est l'objectif affiché de ce fameux bouclier? On est le 12 novembre 2025. La Commission européenne présente son grand plan. L'objectif, sur le papier, est simple: rendre nos démocraties plus solides, plus résilientes. Bref, les protéger des nouvelles menaces qui pèsent sur les élections. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce qu'en fait, on assiste à un vrai changement de paradigme. Oubliez la fraude électorale à l'ancienne, type bourrage d'urne. Non, non. Maintenant, on considère une élection comme une infrastructure critique. Et la grande menace, c'est la fraude informationnelle. Tout ce qui se passe en ligne, dans le débat public, bien avant qu'on aille voter. Ok, mais concrètement, comment ça marche? Comment l'UE compte s'y prendre? Eh bien, il y a un outil principal, une sorte de pièce maîtresse, le fameux Digital Services Act, le DSA. Le DSA, c'est vraiment le moteur de toute l'affaire. C'est cette loi européenne qui fixe les règles du jeu pour les géants du web. On parle de X, TikTok, YouTube, face aux autorités européennes. C'est ça l'instrument qui permet d'agir. Pour piger le fonctionnement du DSA, il y a un concept absolument central à comprendre, le risque systémique. Et attention, c'est une notion, disons, très très large. Ça couvre en gros tous les effets négatifs qu'une plateforme pourrait avoir sur la société. Et quand on dit large, regardez bien la formulation. Le texte de loi parle de tout effet négatif réel ou prévisible. Pas juste avéré, prévisible. Sur le débat public, les élections. Autant dire que c'est une définition qui laisse la porte ouverte à pas mal d'interprétations. Et voilà le point de bascule. C'est vraiment ça, le truc révolutionnaire que pointe la source. Jusqu'à maintenant, la modération visait surtout ce qui était illégal. Le DSA, lui, change complètement la donne. Il permet et il pousse même à modérer des contenus qui sont parfaitement légaux, simplement parce qu'ils sont jugés problématiques. Mais alors cette idée de modérer du contenu légal pour protéger une élection, ça sort d'où? Eh bien pour le comprendre, l'analyse qu'on étudie aujourd'hui nous fait voyager, direction les États-Unis. C'est là-bas que tout aurait commencé. Cette chronologie est assez parlante, elle nous raconte une histoire. D'abord, 2016, l'élection de Trump. C'est un choc, un vrai traumatisme pour une partie de l'establishment américain. La conclusion qui en est tirée, c'est qu'il faudrait contrôler le débat public en ligne. Et c'est dans ce climat, sur ce modèle, que le DSA va être imaginé en Europe. Et ce modèle américain, il a un nom, le système CISA. C'est assez malin. Le gouvernement ne pouvait pas censurer directement, c'est contraire à leur constitution. Alors que faisait-il? L'agence CISA signalait des contenus jugés problématiques aux plateformes. Et hop, c'était elle qui faisait le boulot de modération. Une sorte de censure déléguée, quoi. Et la preuve de tout ça, elle est arrivée avec les fameux Twitter Files, ces documents internes révélés après le rachat par Elon Musk. Et là, on a découvert l'envers du décor. Des outils pour rendre des comptes invisibles, des décisions de modération basées sur le risque politique et surtout des lignes directes entre Twitter et des agences comme le FBI. Et là, le puzzle s'assemble. D'un côté, on a un rapport du Congrès américain qui dénonce ce système. Et de l'autre, un rapport d'un think tank qui s'intitule « Un bouclier de la démocratie », Democracy Shield. Exactement les mêmes termes que ceux repris par la Commission européenne. L'affiliation paraît assez évidente. Donc, l'Europe commence à s'inspirer de ce modèle américain. Mais il y a un mais. Au même moment, un truc totalement imprévu se passe aux États-Unis. Et ça va tout changer, créant un véritable clash technologique et idéologique. Ce truc, c'est bien sûr le rachat de Twitter par Elon Musk qui devient X et la réélection de Donald Trump. Et là, c'est un virage à 180 degrés. La nouvelle ligne de conduite aux USA, c'est la liberté d'expression. On coupe les ponts avec les agences gouvernementales, on arrête de collaborer avec les fact-checkers. Résultat des courses, on a deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, l'Europe, avec son DSA, qui veut réguler et réguler même ce qui est légal, et de l'autre, les grandes plateformes américaines qui, elles, sont reparties sur un principe de laisser-faire, de liberté d'expression quasi totale. C'est un vrai choc des cultures. Et ce n'est pas juste une bataille d'idées, ça a des conséquences bien réelles et sonnantes et trébuchantes. La plateforme X, par exemple, s'est déjà pris une amende de 120 millions d'euros pour ne pas avoir respecté le DSA. Les enjeux financiers sont colossaux. Tout ça nous amène logiquement à la question qui fâche. Quelles sont les conséquences de ce nouveau cadre pour la liberté d'expression en Europe? L'analyse qu'on étudie dessine plusieurs scénarios possibles.
Il y a un cas qui a vraiment servi d'électrochoc, c'est l'élection présidentielle en Roumanie. Imaginez, le premier tour est tout simplement annulé. Pourquoi? Parce qu'un candidat a fait une percée totalement inattendue, portée par une campagne virale sur TikTok. L'idée que les réseaux sociaux puissent fausser une élection, ça, c'est devenu la hantise des dirigeants européens. Et ça crée ce que les psychologues appellent un effet de dissuasion ou chilling effect en anglais. C'est simple, la simple peur d'être sanctionné ou de voir son contenu invisibilisé, eh bien ça pousse à l'autocensure. On réfléchit à 2 fois avant de parler de certains sujets. Et les scénarios futurs évoqués dans l'analyse font un peu froid dans le dos. On parle de la possibilité de couper les réseaux sociaux avant une élection, d'annuler un vote, comme en Roumanie, voire même de sanctionner des individus avec des mesures extrêmes, comme le gel de leurs avoirs. Des mesures normalement réservées aux terroristes et qui ont pourtant déjà été utilisées. Ce qui nous laisse avec la question de fond, celle qui est derrière tout ça. À l'ère du numérique, qui doit être l'arbitre de la vérité? Les gouvernements, les géants de la tech, les citoyens eux-mêmes, qui décident de ce qu'on a le droit de dire et de voir? C'est une question vertigineuse et pour l'instant, elle reste sans réponse.